Aujourd'hui, on parle de santé environnementale, hein, ça ne vous a pas échappé, avec sans doute un focus sur la qualité de l'air, hein, la santé liée à la qualité de l'air, aussi bien intérieure qu'extérieure avec nos invités. Ah, excusez-moi, ouais. Ça, c'est les imprévus, ça. Parce que je suis encore... C'est bon. Merci. Il ne faut pas que je sois enfermée dans l'hôpital, excusez-moi. Ça serait dommage quand même. Donc oui, petit focus donc, sur la qualité de l'air intérieur-extérieur. Donc la pollution de l'air, c'est quand même le premier risque sanitaire d'origine environnementale en Europe, mais pas que. Et donc là, on va faire un focus sur la qualité de l'air intérieur avec Madame d'Auvergne, mais je pense qu'elle nous parlera aussi du risque environnemental en général au domicile et comment le prévenir, comment mieux informer. Et puis avec le docteur Pierre Souvet, on parlera sans doute de l'environnement de la santé et puis aussi de effectivement l'information sur l'impact des polluants sur la santé, qui soit dans l'air intérieur, mais aussi dans l'air extérieur, bien évidemment, mais je vais bien sûr les laisser développer. Donc, peut-être qu'on peut commencer par vous laisser vous présenter. Honneur aux dames, Madame d'Auvergne. On a eu l'occasion d'interagir ponctuellement dans le cadre de mon travail. Ouais, et, ouais. donc, voilà, je vais vous laisser vous présenter tout simplement. Bonsoir, merci pour l'invitation. Donc, je suis conseillère médicale en environnement intérieur au sein de l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique, APPA, qui est basée dans le Nord, mais qui est une association nationale, qui est une association technique et scientifique. Et oui, je vous parlerai ultérieurement de cette compétence, le CMEI, conseiller médical en environnement intérieur. Ok. Ça fait combien d'années que vous exercez, que vous êtes dans cette... Alors, ça fait 5 ans que j'exerce, mais les CMEI et les CHS, dont je vous parlerai ensuite, ont derrière eux 15 à 20 ans d'expérience sur leur métier. D'accord, ok. Et vous pouvez en quelques mots nous décrire un peu votre parcours, comment vous êtes arrivé à travailler dans ces structures? Oui, alors moi j'ai un parcours un peu atypique. J'ai une formation en aménagement du territoire, en environnement, en santé respiratoire. J'ai accompagné des jeunes, des adolescents et des jeunes adultes atteints de cancer. Et ensuite, je me suis spécialisée en santé environnementale sur la qualité de l'air intérieur. D'accord, ok, d'accord, très bien. Voilà. On va passer au docteur Pierre Souvet, qui est cardiologue dans les Bouches-du-Rhône, je crois, et président de l'association ASEF, donc l'association Santé Environnement France, qui a été fondée, je crois, en 2008 avec un de vos confrères, docteur Patrice Alimi, qui est chirurgien pédiatrique, si je ne me trompe pas, mais vous allez nous expliquer un peu plus. Et l'objectif principal était d'informer les populations sur l'impact des polluants sur la santé, mais je vais vous laisser présenter votre association. On a combien de temps finalement? Alors, on a 1 heure. Alors, Thomas, je ne sais pas si on peut déborder un peu, je crois, mais... Oui, en fait, c'est programmé pour faire un peu plus qu'1 heure, mais voilà. après, on a l'habitude de séquencer la présentation que vous faites, que vous allez faire maintenant, Voilà. l'explication des problèmes et surtout de récupérer des propositions sur les 10 dernières minutes de l'audition. Et comme vous êtes deux, ça fait 30 minutes chacun, on va dire. C'est un peu, voilà, tout à fait. Là, c'était pour vous présenter et puis après pour effectivement faire le constat un peu de l'état des lieux. J'ai un diaporama que j'ai présenté à l'Assemblée nationale et au Sénat sur l'ensemble. Donc, en 2006, en fait, on a créé Santé Environnement Provence parce qu'on avait interdit de pêcher les poissons dans le Rhône parce qu'ils étaient contaminés au PCB, qui sont des cousins des dioxines, qui est toute une famille de polluants cancérigènes qui diminuent l'immunité, la fertilité, la thyroïde, qui trouve la thyroïde. Enfin bon, un gros caca, contamination générale du monde, puisque ça se fiche dans les graisses et que c'est les Inuits qui sont les plus contaminés parce qu'ils bouffent du phoque, au résumé. Et donc, avec le WWF, on a lancé une étude sur les consommateurs de poissons du Rhône, parce qu'on s'est dit, bon, les poissons ne sont pas mangeables, mais les gens, dans quel état ils sont.
Donc, on a surtout montré qu'évidemment, comme dans les grands lacs américains, parce qu'il y avait déjà des contaminations de ce type-là, accidentelles, industrielles, les gens qui consommaient beaucoup de poissons, à la fois du Rhône, mais bien sûr, après, si vous mangez l'espadon, du thon, c'est très chargé, vous allez être surcontaminé. Et du coup, ça a eu un succès national et on a créé Santé Environnement France, où une des premières actions, c'était la qualité de l'air intérieur dans les crèches. Donc, on avait dosé dans des crèches le benzène pour témoin de la circulation qu'il y avait à côté, hein, c'était dépendant du trafic, on n'avait pas fait les particules fines. Le formaldéhyde, qui était un peu le témoin des produits qu'on met à l'intérieur sans réfléchir, qui est cancérigène également, et les phtalates, parce qu'on pensait que dans les jouets en plastique, il pouvait y avoir des phtalates. Donc évidemment, benzène en fonction du lieu et formaldéhyde en fonction de la configuration de la crèche, de sa ventilation, de ce qu'on y mettait dedans, avait des taux très élevés. Et c'est là que Mme Kosciusko-Morizet, qui était ministre, a commencé à dire dans les lieux sensibles, notamment les crèches, il faut doser. Mais au départ, en fait, on était les premiers à faire cette étude. Notre problème, c'est qu'on s'occupe de toute la santé environnement. Donc, il n'y a pas que des médecins, il y a des sages-femmes, il y a des infirmières, tous les professionnels de santé. Et c'est tous les sujets santé environnement, donc des pesticides, aux nanoparticules, aux ondes électromagnétiques, à la qualité d'air, etc. Donc, c'est extrêmement vaste avec des gens qui contribuent, qui sont tous bénévoles. On a quelques entreprises qui ont fait du mécénat, qui nous permettent d'avoir, à une époque, on avait jusqu'à 3 salariés, mais donc c'est un combat de tous les jours et un engagement de tous les jours, qui, nous, avec Alimi, parce qu'on était autour des temps de Berre, hein, 40 usines Céveso autour des temps de Berre, beaucoup de pathologies cardiaques notamment, et des cancers, mais surtout cardiaques, et on s'est dit, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Voilà, donc une soirée, j'ai dit, est-ce que quelqu'un voudrait faire quelque chose avec moi? Voilà. Et donc, des doigts se sont levés, c'est parti de là. Une soirée entre labos, à l'époque, on pouvait en faire sur les sujets. On s'est d'abord focalisé sur, parce qu'à l'époque, j'ai fait un topo en 2007 sur la qualité de l'air, à un congrès de cardiologues, et ils m'ont regardé avec des gros yeux en me disant, mais qu'est-ce que tu racontes? Alors qu'il y avait déjà des études américaines, notamment sur le sujet, qui montraient la toxicité des particules fines. Et donc, on a d'abord fait des guides, en fait, pour informer les populations sur tous ces risques. Après, on a développé l'aspect formation, notamment avec les unions régionales de professionnels de santé. On a fait d'ailleurs 2 guides sur la contamination chimique en 2018-2020, comment se protéger de la contamination chimique et des perturbateurs endocriniens. Et puis, on a un volet institutionnel aux États généraux de l'alimentation, PNSE 4, etc., qui est le plus frustrant parce qu'on a de bonnes idées, mais malheureusement, souvent, c'est pas repris, donc c'est beaucoup d'énergie et beaucoup de frustration. On a développé des partenariats, donc on s'est allié, en fait, dans le concept Une seule santé avec les vétérinaires, donc la Fédération des syndicats vétérinaires, France Nature Environnement pour la santé végétale, entre guillemets, Humanité Biodiversité, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Donc, on a fait un grand congrès l'année dernière, Une seule santé, pour bien comprendre que si l'environnement n'est pas en bonne santé, on ne peut pas être en bonne santé. L'OMS nous dit que 25% des pathologies sont liées à l'environnement. C'est sûrement peut-être un peu moins vrai à certains endroits, un peu plus à d'autres. Ça, c'est les moyennes. Donc, il n'y a pas de bonne santé s'il n'y a pas de bon environnement. Donc, notre but, c'est de continuer à être de bons soignants, mais surtout faire de la prévention. On veut qu'il y ait moins de malades. Alors, j'ai quelques chiffres sur les diapos pour vous montrer que les déficits, les dépenses de santé mais explosent d'année en année. C'est assez ahurissant. Les maladies chroniques, il y a plus de 20 millions de gens qui sont en maladie chronique. Il ne faut pas confondre avec les affections longue durée. Il y a 10 millions de gens en affection longue durée. Par exemple, une hypertension artérielle, un asthme simple, ça n'est pas une affection longue durée. C'est une maladie chronique, par contre. Donc, 20 millions de gens, une épidémie de maladies chroniques. Et donc, nous, on veut qu'il y ait moins de malades pour que les gens soient en meilleure santé, ce qui comporte le bien-être, tout le monde l'oublie. La bonne santé, c'est l'absence d'infirmité, de maladie et du bien-être physique, mental et social. Et d'ailleurs, on retrouve toujours cette action sociale, parce que j'appelle ça la triple peine, évidemment, c'est-à-dire que vous êtes en peine économique, en peine sanitaire et en peine sociale le plus souvent. Donc, ces gens-là sont les plus, d'ailleurs, leur espérance de vie est nettement inférieure à quelqu'un qui vit dans les quartiers chics à un haut niveau social. Et donc, c'est toute cette action que nous voulons mener. Et j'ai fait une tribune sur le quotidien du médecin il n'y a pas si longtemps. Et j'ai commencé en disant, est-ce que vous pensez que manger moins gras, moins salé, moins sucré, et pas fumer, bon, ça on est tous d'accord, ça suffit en termes de prévention sanitaire?
Voilà. Je vous laisse imaginer la réponse. Ma réponse, en tout cas. Et alors, pour 2022, vous avez plus un focus sur certaines thématiques Alors, j'ai des diapos qui expliquent bien, il y a un problème de gouvernance au niveau national, mais si vous voulez, je ne veux pas, Madame d'Auvergne, je ne veux pas lui couper la parole quand même. Donc, si vous voulez, elle enchaîne. Chacun aura son temps de parole dédié, hein, il n'y a pas de souci, je pense que vous avez un peu de temps pour développer. Si on peut partager l'écran, si Madame d'Auvergne fait après moi, je vous montre quelques éléments clés. Il n'y a pas de souci. Madame d'Auvergne, vous reprenez la parole. On vous laisse faire un petit peu faire le constat de ce qui est actuellement dans ce qui est fait pour la qualité de l'air intérieur, ce qui dysfonctionne. Oui, alors en termes, du coup, je vais en profiter pour présenter un peu la compétence MUI-CHS. Donc, les conseillers médicaux en environnement intérieur et les conseillers habitat santé, ce sont deux formations différentes en France, mais en fait, sur le terrain, on fait exactement la même chose et on se retrouve. On est missionné par des médecins, donc on intervient sur prescription médicale. Lorsque le médecin pense qu'il y a un lien entre l'habitat et la dégradation de l'état de son patient. Donc, généralement, on intervient pour des pathologies de type asthme, allergie sévère, mais ça peut être aussi BPCO, pour tout ce qui est pathologie complexe, hein, les pneumopathies complexes, PID, PHS, etc. On peut intervenir après sur des cas de mucoviscidose, mais également sur des suivis hémato-onco ou des situations de pré- et post-greffe. Ce sont également des situations sur lesquelles on intervient. L'objectif de notre visite, c'est d'apporter des informations complémentaires aux médecins de façon à pouvoir confirmer son diagnostic et adapter le traitement pour son patient. Et d'un autre côté, c'est aussi apporter des informations personnalisées au patient pour qu'il puisse, lui, améliorer la qualité de son air intérieur. Et donc, du coup, réduire son exposition et éventuellement permettre l'éviction de ce qui le rend malade. Ok. Voilà. Donc, en France, nous, on est moins de 100 à exercer. On est plutôt, je ne dirais pas une espèce rare, mais c'est un peu ça quand même. Le métier de CMEI a été... Vous parlez juste des conseillers habitat santé, ce ne sont pas des professionnels qui interviennent sans la prescription médicale? Les CMEI et les CHS interviennent tous les deux avec une prescription. En fait, deux formations. Il y a CMEI qui est formé à Strasbourg. C'est un métier, du coup, cette formation a été mise en place en 91, donc ça fait quand même déjà 30 ans. Et les CHS sont formés à Marseille. D'accord. C'est quoi CHS? CHS, conseiller habitat santé. D'accord. Oui, donc il n'y a pas de, excusez-moi, il n'y a pas de conseillers qui peuvent faire des visites sans prescription médicale, en fait. Enfin, il n'y a pas d'instance. En tout cas, il est possible de faire sans prescription. Mais nous, notre métier, l'objectif de notre intervention, c'est de le faire sur prescription médicale, parce que du coup, le type d'intervention que l'on va faire, forcément, ce sera en fonction de la pathologie qui nous est indiquée. Tout à fait. Et vous êtes souvent sollicité ou pas? Oui, on est très sollicité. Comme on n'est pas beaucoup, Thomas, on est très sollicité. Oui, effectivement. Je confirme. Il y a des zones qui ne sont absolument pas dotées. Il y a des zones qui sont absolument pas dotées. Ouais. Et ça, malheureusement, donc du coup, nos profils sont très variés. En fait, c'est une compétence MUI et CHS, ce n'est pas un métier. En tout cas, ce n'est pas encore reconnu comme tel. On n'est pas connu ni de l'INSEE, ni de Pôle emploi. Donc, les personnes qui sont CMUI et CHS ont déjà un métier. Ils sont sages-femmes, elles sont infirmiers, il y a des ingénieurs chimistes, des ingénieurs qui travaillent en ARS ou dans des collectivités. On a des gens qui travaillent en service de l'hygiène. On a des agents de prévention santé dans les mutuelles, par exemple. On a
voilà. Et donc, on a des statuts, on a tous des statuts différents à l'arrivée. C'est ça aussi le souci. C'est que du coup, on a des fonctionnaires, on a des personnes qui travaillent en hôpitaux, on a des personnes qui travaillent en collectivité, des personnes qui travaillent en association, en mutuelle, en libéral. Et donc, du coup, vous vous doutez bien que tout ça, c'est des capacités d'intervention différentes, c'est des ressources, des niveaux de ressources différents, des capacités de frappe différentes. Voilà. Donc, on essaye de s'harmoniser au niveau des procédures, des mais bien entendu, ça rend un peu difficile. Ça, c'est déjà une première piste de réforme éventuelle. D'harmoniser un peu... avant de vouloir réformer, il va déjà falloir peut-être uniformiser, peut-être qu'on va finir par ne former qu'une seule compétence, qu'un seul métier. On envisage la reconnaissance métier, mais voilà, c'est un parcours. C'est qui finance, votre compétence? Et oui, on arrive à ça, Thomas, c'est ça. La différence de nos ressources vient aussi des différences justement de pistes de financement. Donc, les CMEI, les CHS qui appartiennent à des collectivités, bah, du coup, c'est sur le budget de la collectivité. C'est la ville. Le plus souvent, ça peut être des villes. C'est le cas, par exemple, de la ville de Paris. C'est une des principales villes avec des CMEI dans leurs équipes. Sinon, ça peut être l'ARS. C'est le principal financeur. Enfin, les principaux financeurs, ce sont les ARS. Ça peut être également, les mutuelles prennent ça également sur leur budget également. Donc voilà, il y a des pistes, il y a des fonctionnements différents qui sont dus à nos différentes pistes de financement. Excusez-moi, il y a du coup c'est homogène sur le territoire ou j'imagine qu'il y a des territoires qui sont très peu dotés ou moins dotés en CMEI? Oui, c'est ça. Il y a des départements, on ne peut pas dire qu'il y en a un par département. On a des départements où il y en a plusieurs et puis d'autres où il n'y en a qu'un seul pour tout le département, voire pas du tout. Donc là, actuellement, je vous ai dit, on est moins de 100 en France. On est même plus près de 70 que de 100. Et ça, parce que les postes ne sont pas pérennisés. On ne marche la plupart du temps que sur des appels à projets. Donc, du coup, les appels à projets, on part du principe que ce sont des expérimentations. Si ce sont des expérimentations, c'est très court dans le temps. Généralement, c'est entre 1 et 3 ans. Et si c'est plus renouvelé, derrière, si le financement n'est pas reconduit, eh ben, les visites s'arrêtent. Ça veut dire qu'on laisse en plan les médecins et les patients. C'est le cas actuellement pour plusieurs régions en France, notamment PACA et Bourgogne-Franche-Comté. J'ai juste une question, du coup, pour faire un lien avec le docteur Souvé. Est-ce que dans votre association, vous faites appel justement à ces compétences-là autour de vous, soit dans votre collectif, soit dans votre association, soit directement par rapport au travail? C'est pour moi la question? Oui. J'ai 2 commentaires à faire. Donc là, on agit, le patient est déjà malade. Nous, on veut qu'il ne soit pas malade. Donc, on a défini, et je ne suis pas le seul évidemment, plusieurs problèmes. Le problème, par exemple, c'est Madame va dire à juste titre, il faut introduire des peintures de qualité A+, avec les produits de décoration, ont des sigles A+, A, B, C, en fonction des rejets de composés organiques volatiles. Et il se trouve que cet étiquetage est obligatoire dans les produits de décoration, surtout les peintures, mais malheureusement, il n'y a aucun contrôle. Donc, à une réunion du plan national, l'air intérieur était initialement une des priorités, et donc l'Institut national de la consommation, dont le bras armé est 60 millions de consommateurs, mais c'est tout très officiel, nous dit on a étudié 20 peintures à l'eau, 6 sur les 20 ne sont pas du tout A+. Il n'y a aucun contrôle de la véracité des affirmations qui sont sur les produits vendus. Donc j'ai dit bêtement, eh bien nous allons demander à ce qu'obligatoirement il y ait des contrôles indépendants de l'étiquetage des matériaux de décoration. Aucune réponse du gouvernement. Donc, si l'étiquetage est intéressant, il faut qu'il soit contrôlé. On a exactement le même problème avec les nanoparticules. Il est obligatoire de mettre que certains produits, notamment cosmétiques, peuvent contenir des nanos, et c'est absolument pas respecté. La direction des fraudes avait présenté une étude sur 19 produits, dont 18 avec des nanos, aucun ne le disait.
Donc, c'est bien d'inciter, on incite. Et donc, on nous a répondu, il faut être éducatif, vous voyez. Alors, il faut quand même qu'il y ait des contrôles sur les bonnes idées qui sont ces étiquetages pour informer la population. Sur l'air intérieur, le grand problème, c'est la ventilation. Dans plus de la moitié du neuf et de l'ancien, la ventilation n'est pas conforme en termes de débit, etc. Et donc, l'idée était de créer un métier de ventiliste, justement parce que c'est fait par des fois des gens qui ne sont pas compétents, en fait, les débits. Enfin, bon, on a travaillé avec des constructeurs, les débits ne sont pas respectés, les tuyaux sont trop longs, des coudes, enfin, je vous passe les détails. Parce que la pollution de l'air intérieur, une grosse étude finlandaise, vient essentiellement, contrairement à ce qu'on croit, des particules fines, dont une grande partie vient de l'extérieur et une partie de l'intérieur. Si vous faites un barbecue à l'intérieur, c'est évidemment une très mauvaise idée. Un peu des composés organiques volatiles. Mais l'élément essentiel, c'est la ventilation. Cette étude européenne nous dit, si on ventile, si on filtre, éventuellement, si vous êtes à côté du périph', si on filtre l'air, et si on informe les gens pour éviter de foutre des pchites, de l'encens ou de faire un barbecue dans la maison, on diminue de 40% la charge de maladie. Maladie qui est essentiellement cardiovasculaire sur le long terme. Hein. Donc voilà, donc on a identifié, c'est identifié ces problèmes de ventilation, ces problèmes d'information et ces problèmes d'acteurs de santé. Un architecte, c'est un acteur de santé. Un urbaniste qui va te foutre les bouches d'aération avec l'architecte sur la rue au lieu de le mettre de l'autre côté de la rue, c'est un acteur de santé. Donc on retrouve le problème de la formation de tous ces gens-là. Là, lundi, je fais le conseil d'architecture et d'urbanisme des Bouches-du-Rhône. Je suis allé en Gironde, à Bordeaux, faire un topo. J'ai fait le Vaucluse. Vous êtes à Cavaillon, c'est ça? Voilà. Ouais. Donc, j'ai fait le conseil du Vaucluse. J'ai même fait le conseil national des urbanistes. Donc, il faut former tous ces acteurs de santé parce que c'est élément essentiel. Alors, en discutant avec des urbanistes, j'ai dit, mais les architectes, vous travaillez avec vous, puisque le concept ville-santé est à de 2000 l'OMS. Ah non, parce que l'enveloppe d'un projet n'est pas extensive. Donc, plus vous rajoutez de gens autour de la table, moins la part de gâteau elle est importante. Et donc, vous vous retrouvez avec des gens qui ne sont pas sensibilisés, et bien, qui vont, que ce soit pour les îlots de chaleur, le réchauffement climatique, la pollution de l'air, qui ne sont pas du tout compétents, j'allais dire, pour faire un air de qualité, parce que dans l'intérieur, il faut à la fois des performances énergétiques, mais du coup, on a fait des trucs clos pour limiter la consommation d'énergie. Il faut aussi rajouter le problème du bruit, isolation phonique, il faut ajouter la qualité de l'air intérieur, j'allais dire même, il faudrait rajouter l'exposition aux ondes électromagnétiques. Mais au moins, la qualité énergétique du bâtiment doit être associée à une qualité de l'air intérieur, doit être associée à une qualité phonique. Et pour ça, il faut former les gens. Ouais, tout à fait. Ça, il y a tout un ensemble d'acteurs, à la fois au niveau de la conception des bâtiments et des circuits de ventilation, après au niveau de l'entretien. Et il y a la question de l'information au public aussi, qui est… Alors, des sources d'information, elles sont très, très, très variées. On en trouve notamment pour les jeunes nourrissons. Là, sur une autre audition, on parlait des 1000 premiers jours. On trouve des conseils assez intéressants, assez bien résumés sur tout ce qui est qualité de l'air intérieur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Madame d'Auvergne, mais voilà, avec des choses qui sont… Je me suis baladé. Nous, on a tout ce qu'il faut. On a des guides depuis 15 ans sur la qualité de l'air intérieur qui est remis à jour, qui est très bien, qui est peut-être un peu long. On va faire des micro-guides. Mais en fait, il existe des outils, on n'est pas les seuls. Même l'ADEME c'est pas mal ce qu'ils font sur l'air intérieur, Agence de développement de la maîtrise de l'énergie, truc très officiel. Mais à cette réunion, je dis à l'ADEME, combien de connexions vous avez par an? Écoutez-moi bien, l'ADEME, organisme officiel, sur l'air intérieur, 3000 connexions dans l'année. Hein, donc, j'ai pleuré à ce moment-là, je me suis mis à pleurer pour leur dire c'est assez incroyable. Et à votre avis, pourquoi les gens font si peu, alors que ça devient quand même une préoccupation? Il y a un peu plus sensibilisé, bon, peut-être plus la pollution de l'air extérieur, mais bon. Parce que l'ADEME est chiant, leur truc, c'est pas joli. Et là, nous, on a une piste qu'on développe avec les unions régionales de professionnels de santé, c'est justement leur donner par les CPTS, parce que les CPTS, c'est quand même
un bon outil de sensibilisation avec les pharmaciens, tout ça, les infirmiers, des modules R que va nous donner l'Association de surveillance de la qualité de l'air, PACA, qui dose les particules fines et le CO2, qui est le taux de confinement. À ce propos, je signale que la CEF est la première à avoir fait un guide Covid en juin 2020 en disant aérer au maximum. On est les premiers. Hein. Le gouvernement a mis 1 an de plus pour comprendre qu'il fallait aérer au maximum pour le Covid. Hein. Bon. Ça reste toujours valable et c'est important de le rappeler. Ouais. Alors moi, je vous confirme que les conseillers médicaux en environnement intérieur et les conseillers Habitat Santé l'ont également dit dès le début d'aérer en grand plusieurs fois par jour et plusieurs fois, je dirais, toutes les heures quand les personnes étaient forcément en situation de confinement. Ouais. Et parce que je vais dire ça un petit peu plus tard. Tout à fait. Ok. Donc voilà, les acteurs, c'est les acteurs de santé qu'il faut absolument regrouper voilà, et former et s'occuper absolument de la ventilation. Un dernier mot, il y a un décret qui va sortir sur qu'est-ce qu'on doit contrôler dans l'air intérieur. Personne ne l'a su. C'est l'Inspection générale des affaires sociales, parce que j'ai de bonnes relations, qui m'a dit qu'il faudrait répondre aux commentaires. Donc, j'ai regardé, il y a eu 10 commentaires sur cet appel, sur ce décret qui va sortir, sur qu'est-ce qu'on doit doser dans l'air intérieur. Donc, bien sûr, nous, on est allé dans les particules ultra fines, qu'il faudrait idéalement doser, au moins les particules de 5 qui n'y étaient pas, et sur le contrôle de la ventilation. Mais, vous voyez, Madame d'Auvergne, probablement ne le savait pas, parce que moi, c'est par la bande que je l'ai su, alors que c'est un décret important sur la surveillance obligatoire des lieux sensibles sur l'air intérieur. D'accord. Oui, c'est vrai qu'en termes de... Tu voulais poser une question peut-être Alors, je laisse Madame d'Auvergne et après, je vous pose une question. Je vais refaire juste un topo. Donc, du coup, en prévention tertiaire, donc effectivement, on intervient sur prescription donc au domicile pour des recherches de polluants et d'allergènes. Hein, il y a vraiment un objectif derrière. Forcément, ce qu'on trouve n'est pas forcément toujours tout beau. Il y a des acteurs qui rentrent en jeu. On essaye de faire en sorte que l'occupant reste acteur de sa santé. D'accord ? C'est pour ça qu'on va lui donner des conseils. Si je peux partager, je ne sais pas si j'ai le droit de partager mon écran. Non. Allez-y. Oui, non, je peux pas. Mais allez-y. Alors, c'est marqué à désactiver. Partager. C'est qui en bas? Je crois que c'est moi, mais. Pendant qu'on règle le problème. Partager document. Pour les deux. Si ça passe pas, ça passe pas. C'est pas grave, c'était pour vous faire voir des photos d'une visite que j'ai fait il y a quelques jours. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est quoi comme type de document? C'est quoi comme type de document? C'est juste des photos sur un PowerPoint, il y en a 3, donc peut-être. Non, ça marche pas. Excusez-moi, je vais. Photo, voilà. Ça devrait marcher. C'est quoi? C'est comme. Non, ça va pas marcher. Ça, c'est ça. Non, c'est vous. Excusez-moi. Plus c'est que moi qui ai la main là-dessus. C'est quoi le partage? Non, mais sinon, c'est pas très grave. Juste pour dire qu'effectivement, on rentre dans des logements qu'il faut bien se dire que la ventilation, le manque d'aération, les ventilations qui ne sont pas aux normes, qui ne sont pas réglementaires, qui sont bouchées. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, les occupants ignorent même ce qu'ils ont à faire dans le logement. Donc, ils ignorent leurs obligations. La ventilation, en règle et qu'elle est présente, il faut la nettoyer. Il ne faut pas qu'elle soit bouchée, il ne faut pas que les grilles soient bouchées. Et ça, généralement, ils oublient de le faire. On arrive parfois à des situations où on a aussi une suroccupation du logement. Ça, c'est embêtant parce qu'à un moment donné, quand le logement souffre, du coup, ça contribue ou ça aggrave les pathologies dans l'habitat. Quand un médecin soigne, quand il y a un patient qui passe X temps à l'hôpital ou en SSR et qu'il revient au domicile, le médecin il n'a pas forcément notion des conditions d'habitat et des conditions de vie de son patient. Et quand son patient revient dans un habitat où véritablement on a de la moisissure partout au plafond, on a plus de 3 mètres carrés, il est certain que du coup ces conditions de rétablissement ne sont pas idéales, ne sont pas optimales et que la personne risque de repartir du coup aux urgences, parfois en détresse respiratoire.
Donc voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que derrière nous, on ne se contente pas juste de donner les conseils. Forcément, on essaye de voir. On est en lien avec les services municipaux comme les SCHS, les services communaux hygiène et santé. Ce sont des agents de l'État assermentés qui, eux, ont la capacité, ils sont habilités à décréter qu'un logement est insalubre. Nous, CMEI, CHS, on n'a pas cette capacité. Nous, on intervient uniquement sur le plan sanitaire, d'accord? Donc, on travaille de plus en plus avec les ACHS, avec les inspecteurs de salubrité, mais il y en a encore beaucoup qui ne connaissent pas notre existence. Ensuite, lorsqu'il n'y a pas de service d'hygiène, on remonte encore plus haut, on va à l'ARS. D'accord? Et là, on a des agents d'ARS qui peuvent intervenir et faire des visites sur le plan réglementaire. ARS sur le terrain, c'est bien ça? Oui, voilà, sur le terrain. Mais parfois, on doit aussi vers les CCAS quand on a un problème d'autonomie. On a des personnes âgées, on a des personnes handicapées. Parfois, ça rend un peu compliqué. On se rend compte qu'il y a des logements où il y a des risques complémentaires à l'intérieur et donc, du coup, on peut les signaler. Donc, on est en lien avec toute une chaîne finalement. Nous, on est un acteur, mais voilà, on a des acteurs avec qui on échange. Voilà. Après, sur le plan de la prévention primaire, comme le disait tout à l'heure le docteur Souvé, oui, effectivement, on peut intervenir de façon à ce que les personnes, on évite qu'elles soient malades. Et donc, du coup, beaucoup de CMEI, CHS, dans leurs activités, il y a aussi les activités de prévention, des actions de prévention, soit dans des forums santé. Alors forcément, la période Covid ne nous a pas trop aidé sur les forums santé, mais également dans la participation à l'élaboration, par exemple, des contrats locaux de santé. Et donc, du coup, là, on peut mettre en place avec les collectivités des actions de prévention, au moins dans l'habitat. Et c'est comme ça que, du coup, on peut intervenir en amont en rappelant les bases pour limiter, je dirais, les risques dans l'habitat pour la santé respiratoire. Donc, améliorer la qualité de l'air intérieur. On rappellera l'aération, la ventilation, on fera le point sur les produits ménagers, mais également les allergènes d'origine animale, végétale. Il y a beaucoup de gens qui ont des plantes. C'est la mode des plantes. Maintenant, on nous fait des murs, plein de plantes. Sauf que malheureusement, souvent, on ne pense pas qu'il y a de la moisissure sur les terreaux. Beaucoup de plantes, ça va modifier l'équilibre hygrométrique du logement. Donc, on risque après d'avoir des soucis. On va utiliser peut-être des phytosanitaires pour ces plantes. Donc, voilà, ça va rajouter, ça va recharger en polluant l'air intérieur. Voilà, voilà, c'est très complet, en fait. C'est un domaine qui est très vaste, mais du coup, ça permet à la fois notre expérience sur le terrain, je dirais sur la prévention tertiaire, nous permet d'alimenter aussi, du coup, notre action en prévention primaire. Et s'il y avait une priorité en qualité de l'air intérieur, notamment pour les personnes les plus fragiles, jeunes enfants, femmes enceintes, quelle priorité vous mettriez? Déjà arrêter de fumer dans le logement, ça serait bien. C'est encore le premier polluant dans l'habitat. Après, on a effectivement tous les produits chimiques qu'on utilise. En fait, il suffit pas juste d'avoir le produit à la maison. On pense que parce qu'on a fermé le bouchon, ça n'émet pas. Or, ça émet encore. Il suffit que vous alliez dans un rayon de produits ménagers dans un supermarché, vous sentez les produits chimiques. C'est pas parce que ça vient de se renverser. C'est juste parce que ça continue à émettre au-delà du bidon plastique. Donc, plus on a de flacons chez soi avec des substances, enfin avec des produits ménagers, et plus ça va émettre, plus on sera exposé. D'accord. Pour les personnes qui sont plus vulnérables, qui sont sensibles, comme les futures mamans, donc les femmes enceintes, les jeunes mamans qui allaitent, les nourrissons, les enfants, et puis peut-être aussi les personnes asthmatiques, accessoirement, les personnes qui ont des difficultés. Et ensuite, dans un autre domaine, BPCO, etc., du moment qu'on a des produits irritants ou allergisants, ça va aggraver leur pathologie. Et donc, du coup, on va essayer de trouver avec eux la meilleure façon d'organiser l'éviction de ce qui peut leur être nocif. En dehors de ça, on a toujours forcément ces problèmes d'humidité. On va tomber sur le bâti, les problèmes du bâti. Nous, on se heurte parfois à des bailleurs parce qu'il n'y a pas forcément, je dirais, une action très rapide dans la réparation, dans la rénovation.
Et donc, nous n'avons pas de pouvoir coercitif. Donc, nous sommes obligés de monter un peu plus haut, c'est-à-dire directement au SCHS ou à l'ARS. Ouais, il y a un commentaire qui parlait effectivement du locatif Ouais. mauvais état avec des difficultés à améliorer. Ouais, c'est sûr. On voit beaucoup d'habitats dégradés. Et là, pendant le Covid, il est certain qu'avec les périodes de confinement, les personnes sont restées plus longtemps que d'ordinaire dans leur logement. Donc, ils ont été davantage exposés aux polluants de l'air intérieur. D'habitude, on part le matin, on va travailler, on emmène les enfants à l'école, etc. On revient le soir. Donc, voilà, on est exposé sur une certaine durée. Là, avec la Covid, avec les périodes de confinement, mais je dirais même plus largement pour les personnes qui sont malades, qui sont à demeure, les personnes âgées, les personnes handicapées. Là, c'est à demeure. On n'est plus dans du 80%, on peut être dans du 100% de présence au domicile. Donc, si on est à 100% de présence dans un domicile qui, malheureusement, présente des dysfonctionnements, il est certain que ça aura un gros impact sur la santé. Est-ce que ça a été démontré en post-Covid? Est-ce qu'on a eu des chiffres justement qui ont montré un taux plus élevé d'asthmatiques, de complications pneumo, peut-être cardio? Ouais, ou ça n'a pas pu être quantifié parce que trop récent, trop compliqué? Ouais, voilà, en fait, il y a différentes choses. Il y a déjà la première chose qu'on peut dire, c'est qu'on a eu une augmentation des personnes qui ont ressenti des troubles respiratoires dus à l'usage des produits désinfectants qu'on nous a absolument conseillé en début d'épidémie. Et après, on nous a dit non, finalement, ce n'est pas nécessaire. Un bon nettoyage, il n'y a pas besoin de désinfecter derrière. On n'est pas dans un hôpital, dans un logement. Si on nettoie correctement, il n'y a pas besoin de désinfecter. L'eau de Javel, par exemple, ça, c'est un souci. Beaucoup de gens utilisent l'eau de Javel. Ça vieillit précocement le poumon. On sait maintenant qu'il y a beaucoup de soignants et de personnes qui travaillent dans le ménage, qui sont très affectés par l'usage de ce type de produits. Et d'autant plus souvent qu'il est mal utilisé, c'est-à-dire soit avec de l'eau chaude, donc on a des émanations, forcément des vapeurs toxiques. Et de toute façon, l'eau de Javel, quand on la chauffe, elle perd son pouvoir désinfectant. Donc déjà, ça n'est pas indiqué. Il y a ces produits-là. Après, il y a les mélanges de produits qu'on peut faire. Donc ça aussi, on vous remet plus. Il y a le syndrome de Monsieur Plus. Ça a été une année, je sais plus, ces années 80 où on mettait un peu plus de pépites au chocolat là, dans les biscuits. Ben là, c'est un peu pareil pour les produits. Hein. On rajoute un peu plus de Javel ou un peu plus de désinfectant en pensant que ça va être plus efficace. En fait, ça ne va pas être plus efficace, mais en plus de ça, ça sera plus toxique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à éviter. En fait, il y a beaucoup d'informations à faire vers le public en amont sur l'usage des produits, sur comment on l'utilise, dans quelle situation. Et surtout, il faudrait sensibiliser et informer sur plutôt, ce qu'il ne faut pas faire, mais surtout, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, et oui, je vois qui dit au niveau du vinaigre blanc. Oui, tout à fait. On revient, je dirais, à tout ce qui est plus écologique ou plus, en tout cas, plus sobre, c'est-à-dire le savon noir, le savon de Marseille, le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude et les cristaux de soude. Bien entendu, des produits simples. Il y a pas. Ouais, bon, attention, le vinaigre, c'est quand même un acide acétique, c'est pas non plus. Mais bien sûr qu'il y a une façon de l'utiliser. Pas trop avec. Attention aux huiles essentielles. Ça, je pense que le docteur Souvé pourra aussi nous en parler. Voilà, on a avec la vogue un peu de l'écologie, du fait maison, on a beaucoup d'usage d'huiles essentielles. On pense que c'est bon pour la santé. Sauf qu'on sait aujourd'hui que ça peut être antagoniste à certains traitements médicamenteux. Ça peut causer des crises, des aggravations, des exacerbations d'asthme. Et on sait aussi qu'il y a un risque de perturbateurs endocriniens, par exemple. Donc, plutôt déconseillé, et surtout quand les mamans sont enceintes, la future maman, maman allaitant, fœtus, nourrisson, jeune enfant, personne asthmatique, personne allergique et personne épileptique. Ça fait beaucoup de monde, non ? Ça fait du monde, en effet. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser, mais il faut les utiliser à bon escient et en fonction de sa situation. On peut rajouter quelque chose? Oui. Donc, sur le plan politique, en fait. C'était ma question, c'était quel est votre interlocuteur? Parce que on a justement, c'est aussi une des questions que j'avais. C'est très compliqué. Moi, quand je tape au ministère de la Santé, ils me disent c'est pas moi. Je vais voir l'environnement, ils me disent c'est pas moi. Voilà. C'est une de mes questions. Alors, comment vous faites?
Comment vous arrivez à vous imposer? Donc, un des grands problèmes, je ne voulais pas parler de ça en premier, c'est la gouvernance. Tout le monde est en silo. Donc, la qualité de l'air, c'est l'écologie. Ce ministère de l'écologie, ce n'est pas celui de la santé. Ça ne tient pas debout. Il faut donc qu'il y ait vraiment un truc interministériel qui gère la santé et l'environnement, puisque c'est éminemment transversal. Tout est transversal. Hein. Et je rebondis. Monsieur Souvet, des ministères. A dit qu'il fallait que ça soit le même ministère, en fait. Voilà, oui, ben c'est un ministère transversal, en fait, parce que tout le monde, ça intervient dans tous les secteurs. Exemple, les contrats locaux de santé. C'est une très bonne idée. Nous, on les soutient, mais pour ça, pour faire après donc, un diagnostic santé-environnement des territoires, on veut territorialiser la santé-environnement. Un territoire de l'étang de Berre, ce n'est pas le même que deux départements qui sont agricoles, qui ont les mêmes spécificités. C'est pareil pour les données de cancer, il faut des registres cancer territorialisés. Donc, faire un diagnostic territorial santé-environnement, faire un contrat local de santé qui va déboucher sur un plan territorial de santé, c'est une très bonne idée, mais il faut un portage politique. Si les élus, on en parlait hier encore, si les élus ne sont pas sensibilisés et formés, il n'y a pas, je parlais avec ça avec les urbanistes, il n'y a pas de portage politique. Donc, on revient toujours à cette histoire de formation de tous les acteurs. Sur rebond sur l'air intérieur, je rappelle, une grande partie vient de l'air extérieur. Donc, la lutte contre l'air extérieur, c'est fondamental. Il faut élargir la vision vers les particules les plus fines, vers le benzoapyrène, en fait, les hydrocarbures aromatiques qui sont très toxiques. Exemple Tokyo. Tokyo a interdit le diesel en 2000, à comparer avec Osaka dans une grande étude quasi épidémiologique, c'est le titre de la revue. Le taux de particules à Tokyo a baissé de 44% grâce à l'arrêt du diesel. Eh bien, la mortalité cardiovasculaire a baissé de 11%, la mortalité pulmonaire a baissé de 20%, la mortalité par cancer quasiment de 6%. Mortalité globale, on est à peu près à 6%. Donc, vous voyez des chiffres colossaux quand on s'attaque à la qualité de l'air. Je rebondis sur les normes françaises européennes de particules fines de 5. Je vous rappelle qu'il faudrait s'occuper des ultra-fines. C'est plus compliqué, il faut les compter, pas les peser. La norme française de particules ultra fines européenne est à 25 microgrammes par mètre cube. La norme américaine est à 12 depuis presque 10 ans. L'OMS nous disait en dessous de 10, vous vivez à Helsinki, vous risquez rien. Et là, vient de changer ces normes pour nous dire, en fait, il n'y a pas de valeur en dessous duquel il n'y a pas d'augmentation de la mortalité et augmentation de la morbidité, surtout cardiovasculaire. Hein, si on parle cardiovasculaire. Et la valeur référence de l'OMS maintenant est à 5. L'ONU a enchéri en disant, ben en effet, c'est un droit fondamental humain de respirer un air sain, comme le dit l'OMS. Donc là aussi, on est en retard sur la gouvernance, sur les normes, sur ce qui est déjà sorti, dont je parlais tout à l'heure, l'air intérieur, les produits d'écaution, qui n'est pas respecté. Et un mot sur ce que j'ai vu que chez Madame Bardet, on nettoyait le bloc à la vapeur. Bien sûr, c'est une très bonne idée, c'est microfibre vapeur. En PACA, un des adhérents de la CEF, qui est hygiéniste de l'hôpitalière et de Nice, a visité, je crois, près de 250 établissements hospitaliers de soins et l'utilisation des biocides, parce que biocides et antibiorésistance sont liés. Les biocides ont la même capacité de créer des résistances dans l'environnement, surtout s'il n'y a pas la dose suffisante pour tuer. Et donc, la mauvaise bactérie et la résistance, c'est exactement le même phénomène. Il vous l'expliquerait 1000 fois mieux que moi. Et donc, lutter contre l'antibiorésistance, je vais passer à autre chose, c'est aussi réduire l'utilisation de biocides à l'hôpital et dans le public. Or, la preuve, personne ne le sait. Je vois des publicités où il y a même des désinfectants dans les lessives, alors que si tu laves à 60 degrés, il n'y a pas de souci. Donc, il y a vraiment un gros travail à faire de formation. Ouais. Nous avons fait, suite à Une Seule Santé, tout un cahier de recommandations. Je préviens, c'est lourd, notamment sur les biocides, avec changer la législation de biocides, avoir un certificat avec des gens habilités à donner ces conseils. Donc, je vous enverrai ce pavé fait avec les gens de la santé animale, de la santé végétale et nous-mêmes sur ce sujet. Voilà. Et pour rappel, l'acide lactique est désinfectant et il est donné dans les services de pédiatrie parce qu'il n'y a pas d'éthanol du coup et dans les services d'addictologie. Donc l'acide lactique en fait est validé et le docteur Careco pense même à réensemencer les zones de l'hôpital avec des bactéries non pathogènes parce que, comme vous savez, quand l'espace est libre, c'est en général les mauvais qui prennent la place.
Tout à fait. Il y a énormément d'enjeux. Et une autre remarque par rapport à la qualité de l'air extérieur, notamment, c'est vrai qu'on est beaucoup sensibilisé au pic de pollution, mais on n'est pas conscient qu'en fait, c'est l'exposition toute l'année à un niveau moyen de pollution qui est finalement délétère. Hein. Il y a un problème de données en France aussi. Santé publique France dit par rapport aux particules de 5, c'est 40 000 morts. L'étude qui est apparue dans le Journal européen de cardiologie, très sérieuse, c'est 67 000 morts. Une étude de Harvard de l'année dernière, c'est 97 000 morts dues aux particules, dont 80% à l'énergie fossile, parce que vous savez qu'il y a des particules secondaires dues à l'agriculture aussi. Les oxydes d'azote, enfin bon, je vous passe les détails. Il y a un défaut d'information majeur. Il y a un défaut de données, que ce soit pour les registres cancer territoriaux. Et d'ailleurs, quand on a demandé les registres territoriaux à Mme Buzyn, qui était ministre, la réponse officielle à Corinne Lepage, qui est notre avocate, ancienne ministre, les registres cancer ne sont pas des outils d'alerte ni des outils d'action. Il faut l'entendre. Hein. Les registres cancer ne sont pas des outils d'alerte ou des outils d'action. Il n'y en a que dans quelques départements, alors qu'il faudrait que ce soit partout et selon les territoires. Pas forcément un département, mais de ce sujet. Donc, on a un problème de données en France, on a un problème de gouvernance, de territorialisation, de données et de formation. Le financement. Et le financement, parce que l'ARS me dit, ils étaient 20 à la cellule santé-environnement de l'ARS PACA, ils sont plus que 6. Et aux dernières réunions du PNSE, il y avait le nouveau directeur adjoint, DGS adjoint là, de Salomon, son adjoint. Je lui dis, vous engagez-vous à continuer à maintenir les moyens et à renforcer les moyens des ARS sur ces cellules santé-environnement. Je n'ai eu aucune réponse, alors qu'une demi-heure avant, dans son discours de départ, il avait dit que la santé-environnement est une priorité nationale. Oui, avec des effectifs faibles, effectivement. Ouais, on attend de voir par rapport au financement, on attend, je suis désolée, on attend de voir là, les PRSE 4, parce que la plupart d'entre nous, acteurs de prévention pour nos actions, on est quand même conditionné à certains textes, et le PNSE 4, il est sorti, mais maintenant, c'est pas lui qui finance. D'ailleurs, si on regarde bien le PNSE 4, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de financement, enfin, il n'y a pas de ligne budgétaire, il n'y a pas d'engagement. Donc, nous, on attend les PRSE 4, donc c'est la déclinaison régionale du plan national santé-environnement. Il faut qu'on arrête de parler avec l'acronyme. Je pense que tout le monde... on a déjà fait cette remarque là il y a 2 jours avec Thomas. Je lui ai dit qu'il fallait faire un répertoire. En fait, ces PRSE, ils vont exposer quelles sont les priorités dans chaque région. La région PACA va, par exemple, ne pas avoir forcément les mêmes priorités que la région des Hauts-de-France ou de la Bretagne. Donc, en fait, chaque région va décliner ses priorités, et en fonction des priorités, il y a un budget qui va être alloué pour chaque axe et chaque action. D'accord. Et donc, nous, on est un peu, je dirais, dans l'attente de savoir, OK, on va pouvoir se positionner sur quel axe. Déjà, on espère qu'on va pouvoir se positionner sur un axe, sur quel axe, et du coup, quels vont être les financements. Parce que le problème, en fonction des financements, on saura si oui ou non, on va diminuer nos postes, ou si on peut espérer augmenter les effectifs des CMU et des CHS sur la France. L'ARS PACA a sorti son plan régional santé-environnement numéro 4. Donc, je viens de regarder sur les conseillers en air intérieur et CHS. Ils vont subventionner la coordination. Ouais, c'est ça. Pas l'augmentation des postes, la coordination. Et ils vont aussi subventionner l'action contre les punaises de lit, parce que chez nous, il y a beaucoup de punaises de lit. Ça, on est très touché dans toutes les régions. Hein. Ouais, je pense que c'est assez global. Est-ce que chacun peut… Et donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de moyens par rapport à l'importance de l'enjeu. Bien sûr. La pollution de l'air est un exemple. Donc, il y a un manque de moyens à tous les échelons. Et j'allais dire, combien de conseillers d'air intérieur, c'est ridiculement faible par rapport aux enjeux. Bon, là, on est en prévention secondaire, après, bon. Et donc, voilà, il y a un manque de moyens, alors qu'il y a des économies colossales. Et j'aurais aimé, est-ce qu'on ne peut pas partager l'écran? Toujours pas. Il faudrait que quelqu'un me dise juste ce que vous voulez partager. C'est les chiffres qui montrent qu'il faut mettre des moyens dans la prévention. Parce qu'en fait, je risque d'avoir un truc sur… Je suis désolée. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tableau blanc du partage, ça marche? Ah, ça a bougé là. Ça marche ou ça marche pas? Mais
Après, monsieur... Moi, je peux toujours pas. Non, toujours pas partager. Non, toujours pas. Bon. Désolée, je suis un peu néophyte En fait, dans les partage d'écran, Thomas. Je vous donne les chiffres dans le régime général. En 2012, 123 milliards, donc vous rajoutez 15% avec les autres régimes. 2018, 162 milliards. 2020, 189 milliards. Et en 2023, projection de la CNAM, il y aura 600 000 patients à soigner en plus atteints de maladies cardiovasculaires. Il y aura 500 000 en plus à soigner de diabète. Et cancer de vivant, il y en aura 230 000. Bon, voyez, donc, ça ne pourra pas tenir. Alors, mon slogan, c'était, si vous voulez remplacer la carte verte par la carte bleue, en effet, continuons comme ça. Mais comme on est attaché à soigner tout le monde de la même façon. Là, on sait qu'on a presque 4 millions de personnes qui sont suivies pour des asthmes, etc. Pour les allergies, c'est à peu près pareil. On sait qu'on va doubler le nombre de personnes atteintes d'allergies, en tout cas avec au moins une allergie, parce que malheureusement, on a des polyallergiques. On sait qu'on va doubler d'ici 2050. On va passer à 1 sur 2. Enfin, on compte que la population, il y aura une personne sur 2. C'est même pas doubler les personnes, c'est une personne sur 2 qui pourrait être allergique en 2050. C'est énorme. Je veux dire, la sécurité sociale, il y a de quoi se faire des cheveux, quoi. Et avec des effets, une toxicité additionnelle. C'est mesuré ou pas? J'ai pas entendu. Le coût pour la société, ça représente quoi? Là, on peut pas en tout cas, moi, j'ai pas les chiffres là pour le moment. Mais quand on regarde les pathologies chroniques, les pathologies respiratoires, il faut bien comprendre que c'est pas juste des frais de soins. Il y a les frais de soins, il y a l'absentéisme, il y a sur le long terme, c'est les effets secondaires aussi des médicaments. Voilà, c'est pas juste la pathologie à soigner. Il y a des choses qui sont autour. Et ça aussi, il faut le prendre en compte. À un moment donné, quand on a des personnes qui vivent dans des logements qui ne sont pas décents, on a une souffrance morale. Il y a ça aussi qu'il faut voir. Et on va se retrouver sur le sujet de la santé mentale. On l'a vu avec le confinement, les personnes qui vivaient notamment dans des logements insalubres en situation de confinement, il y a eu plus de personnes après qui ont dû consulter, en tout cas pour des troubles psychologiques. Voilà. Il y a ça aussi. Un chiffre, hein, le Sénat en 2015 a fait un rapport sur la pollution de l'air. Donc, le coût est estimé à 101 milliards par an. En France? Oui, en France, parce qu'évidemment, le décès, tu meurs, tu as une valeur. La valeur était à 800 000. Une année de vie en bonne santé, c'est 80 000. Après, il y en a d'autres qui ont dit non, si tu meurs, parce que tu ne vas pas consommer, tu ne vas pas produire, c'est estimé à 3 millions. Donc, on montait sur une autre étude de gens très sérieux de faculté à 140 milliards par an. L'ADEME a fait un truc sur le coût social du bruit, 150 milliards. Il ne faut pas simplement compter l'aspect sanitaire, il faut compter tout ce qu'a dit Mme d'Auvergne, l'aspect, voilà, la production, etc., absentéisme, etc. Donc, c'est des chiffres colossaux. Et c'est pour ça qu'il faut faire la prévention. Hein, voilà. Avec des chiffres comme ça, on ne puisse pas vous entendre. Pardon, Cécile. Non, je t'en prie. Je crois que les pathologies respiratoires chroniques, effectivement, telles que là, c'est quand même l'une des premières causes d'absentéisme. À l'école, au travail. Ah oui, mais c'est ça qui est dingue, c'est que les CMEI, les CHS, on était quand même cités dans le PNSE 1, 2004 quand même. Et en tout cas, le plan de l'asthme contre l'asthme était déjà annoncé en 2002. Donc 2002, 2008, on était cité dans le PNSE 2, on était cité dans le PNS 3. On n'est pas dans le PNSE 4, on a disparu. Mais là, on est dans une globalité, hein, on est sur un plan global. Donc, on espère que les PRSE ne nous oublieront pas, en tout cas, n'oublieront pas la qualité de l'air intérieur, je dirais, dans les priorités. Parce que véritablement, il y a un lien entre aujourd'hui la qualité de l'habitat, la qualité de la santé. On est sur des thématiques très liées, on va dire des thématiques connexes. Il y a la santé, il y a le logement, il y a la précarité énergétique, ça aussi on n'en a pas beaucoup parlé, mais les personnes où aujourd'hui on est dans des baisses ou plutôt une augmentation de la précarité, derrière on a de la précarité énergétique, des gens qui ne peuvent plus, qui ne sont plus en capacité de pouvoir se chauffer convenablement parce qu'il faut choisir entre manger et se chauffer. Voilà, on en est là aujourd'hui. C'est pas juste un exemple. Nous, le CMU-CHS, on en voit tous les jours.
Il faut bien se dire. Et ce qu'on craint, c'est que ça ne s'arrange pas. Là, le contexte actuel, on peut craindre que ça ne s'arrange pas. Oui, tout à fait. En fait, on a des acteurs qui tournent autour d'un problème de santé. Olivier Thomas, conseiller, rêvait de marier le ministère des Solidarités et de la Santé et celui de l'Environnement. On pourrait tout à fait envisager aussi que celui du logement ou en tout cas du cadre de vie soit également lié avec ces deux-là. Alors, soit on fait un gros ministère. Voilà. Ou alors on s'organise pour travailler effectivement en gouvernance, comme le disait tout à l'heure le docteur Doué. Soit on s'organise de façon à ce qu'il y ait des passerelles, à ce qu'il y ait des projets intersectoriels, à ce qu'il y ait des plans interministériels et surtout des fonds disponibles sur les lignes à côté. Parce qu'il ne faut pas dire il y aura tant pour telle thématique, telle problématique. Si derrière les fonds ne suivent pas, on n'a pas les acteurs. Les acteurs ne peuvent pas travailler. D'après ce que vous avez dit, on peut sortir 200 milliards tous les ans, quoi. Et vous oubliez les perturbateurs endocriniens. Il va falloir faire une deuxième heure, je crois. Une étude vient de sortir disant qu'un mélange de perturbateurs endocriniens par l'intermédiaire de la thyroïde, aussi parce qu'on a des récepteurs à œstrogènes dans le cerveau, ce mélange provoque, c'était une étude suédoise, une altération des troubles cognitifs, une altération un retard de langage chez une grande partie des enfants dont les mères sont exposées. Moi, je voulais juste dire, pour vous donner l'idée, à la DGS, il y a deux dames qui s'occupent de la santé environnement. Au moment du Covid, je les appelle parce qu'on n'avait pas d'idée sur le plan national santé-environnement numéro 4. Elle me dit, mais moi, je m'occupe de Covid et pompes funèbres. Et l'autre s'occupait du Covid et piscine. Comment aller se baigner quand il y avait le Covid. Donc, c'est pour vous dire, en effet, le manque de moyens qu'il y a. Sur la formation, pareil, en 2003, au premier plan national, il y avait déjà formation des professionnels de santé. Et là, je vous le dis, à force, avec l'ancien président des doyens de médecine, il y a eu une réunion il y a 2 jours, donc on va essayer de rendre enfin obligatoire ou facultatif la formation des professionnels dès le premier cycle, donc avec les pharmaciens qui sont plus poussés. Donc c'est Jean Sibilia, donc j'avais la réunion avec la moitié des doyens de médecine de France, et Jean Sibilia, qui est le doyen de Strasbourg, qui pilote ça. Le grand obstacle, en fait, c'est le ministère de l'Enseignement, c'est le MESRI, qui dit « ouais, mais il n'y a plus de place, etc. » alors que les étudiants des professions de santé sont très demandeurs. On retombe toujours sur le même truc. S'il y a des formations de tous ces acteurs, de nous et des acteurs de santé, ça pourra aller beaucoup plus vite. Voilà. Oui, tout à fait. Je rebondis. Je rebondis. C'est vrai qu'il faut à la fois former les acteurs, c'est-à-dire à la fois les acteurs de santé, qu'il y a beaucoup d'acteurs de santé qui ne sont pas conscients, qui ne sont pas suffisamment formés sur cette question de la santé environnementale, mais qui ne connaissent pas non plus, on ne se connaît pas non plus les acteurs ensemble. On l'a vu pour les intervenants à domicile l'autre jour, il y avait toute une chaîne d'acteurs et les personnes, en fait, finalement, ne savaient pas qui faisait quoi sur quel territoire. C'est exactement la même chose. Ça, c'est aussi un frein, c'est un des freins. Et ensuite, il faut former les soignants, il faut sensibiliser le public, mais il faut idéalement sensibiliser et former aussi nos élus, nos décisionnaires. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, effectivement, c'est essentiel. Est-ce que chacun peut du coup reprendre quelques minutes encore une, vous avez parlé d'Olivier Thomas. Eh bien, la CEF travaille avec lui depuis longtemps. Hein. Et bien là, on a fait un partenariat très officiel, une convention. Donc, je vais avec Véronique Molière, qui gère maintenant, expliquer donc tout ce qu'on peut apporter. Donc, en effet, ces connexions entre acteurs, c'est extrêmement important. Pour la première fois, nous, on a fait, dans le cadre du plan régional santé-environnement numéro 3 de Grand Est, on a fait des vidéos sur la pollution de l'air. Donc, c'est des vidéos de 10 minutes sur les effets neuro-pneumo. Et bien, PACA donc, lance dans le PRSE 4 un appel à projet sur la qualité de l'air. Et il nous autorise à reprendre ce qu'on a déjà fait, à le mettre en PACA et de le supplémenter par 4 ou 5 autres vidéos, en plus des actions de terrain auprès des CPTS. C'est bien la première fois qu'un autre acteur ne nous dit pas « Ah non, refaites parce qu'il y a mon tampon et ça va être mon bébé ». Qu'on mutualise tout ce qui est fait, parce qu'il n'y a pas que nous qui faisons des choses, qu'on mutualise tout ça
pour être beaucoup plus efficient et pour ne pas perdre un temps fou, une énergie folle. Monsieur Souvet, si vous souhaitez partager, je crois que vous êtes co-animateur, si vous souhaitez partager. C'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Oh là 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 là. Ça c'est, regardez, est-ce que ça y est? Hop, voilà, les registres cancer, ok? Il y a un cancer pédiatrique national, mais il est à l'arrêt depuis 2015. Et donc, comme je vous ai dit, Mme Buzyn nous dit ce ne sont pas des outils d'alerte et des outils d'action. Alors, je leur ai sorti ça. Canton par canton en Bretagne, les cancers de l'œsophage. Cette diapositive date de 1966. Donc, 60 ans après, on n'est pas capable de faire ça. Donc, c'est pour vous dire que c'est assez amusant, enfin amusant ou énervant. Là, je vais vous résumer sur cette diapo, en fait, nos propositions. Donc, c'est d'abord commencer à l'école, évidemment, c'est une éducation à la santé, à l'environnement, à la biodiversité, puisque tout est lié. Je vous rappelle que nous avons 10 puissance 12, 1000 milliards à 100 000 milliards de micro-organismes dans nos microbiotes. C'est ce que j'explique tout de suite. La formation des acteurs de santé, l'interdisciplinarité, également au niveau ministériel, l'information des populations. On a déposé un projet dans les quartiers prioritaires. On veut que par l'intermédiaire des pharmacies, on forme un référent dans ces pharmacies, un outil extrêmement simple pour les gens qui ne savent pas lire. Donc, Madame d'Auvergne a souvent voilà, un outil extrêmement simple de sensibilisation sur les gestes, l'air intérieur, c'est évidemment, pas boucher les aérations, etc. Donc, on a besoin de 100 000 € pendant 3 ans. Ben, pour l'instant, il n'y a pas de formation qui veut nous aider. Pourtant, cette action pourrait toucher 8 millions de personnes. Vous voyez, pas cher, hein, 300 000 pour avoir en visio un référent dans une pharmacie de ces quartiers prioritaires qui permettrait de passer le message à 1 million de personnes. La prévention, la territorialisation. Pourquoi on agit, pourquoi on n'agit pas? J'aime bien la montrer, celle-là. Il y a moi, nous et les autres. Quand ça vous concerne, vous avez tendance, alors que vous êtes sensible, vous dites « ouais, je suis sensible à agir ». Si c'est déjà nous qui devons agir, ça marche moins bien. Et si c'est la faute des autres, alors ça marche encore moins. Donc, je dis maintenant à qui je rencontre, faites-le pour vous et ça ne pourra que rejaillir sur les autres et apporter beaucoup pour les autres. Voilà. Et un truc sur une seule santé, l'homme n'est pas un empire dans un empire. C'est clair. Voilà. Il faut donc tenir compte de si je retiens vos mots-clés, c'est la formation à tous les niveaux. Hein. Formation dès le plus jeune âge, formation de la population, formation des élus, la gouvernance et la transversalité, puis la territorialisation hein, de ces projets en santé, en environnement. Hein. On n'a pas tous les mêmes réalités dans nos territoires. Exactement. Je vous enverrai donc par WeTransfer, c'est très lourd, le cahier de proposition qu'on a donné à tous les ministères. Hein, mais... Oui, bah, tout à fait. Avec plaisir. Madame d'Auvergne, est-ce que vous voulez nous résumer vos 3 propositions phares? Enfin, si, il y en a peut-être au-delà de 3, mais bon. Ouais, c'est ça, ça va être un petit peu. Bon, déjà c'est vrai que si on pouvait impulser un changement de paradigme, si on pouvait passer d'un système de santé tout curatif, ou en tout cas beaucoup curatif, sur une augmentation du préventif, déjà, ce serait formidable. Si on pouvait renforcer les savoirs des décideurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis après, à chacun à son niveau, le grand public, les professionnels, pas que les professionnels de santé. On a des professionnels, comme par exemple, on intervient auprès très souvent des aides ménagères, des assistantes maternelles à domicile. Elles sont relais. Il y a des professions relais qu'il faut absolument, il faut renforcer leurs connaissances. Elles peuvent, repasser des messages aux personnes qui sont autour. Nous, les CMU CHS, quand on visite un patient, il peut vivre tout seul, mais parfois il vit en famille. 3, 4, 5, 6, on va jusqu'à 10 personnes des fois dans le foyer. C'est pas juste une personne qu'on va sensibiliser, informer. C'est autant de personnes qu'il y a dans le foyer qui vont. Mais cette information, elle va passer aussi à la nounou, elle va passer à la voisine, à la copine, etc. Et donc, en fait, notre action, elle se multiplie largement par 4, 5, 6. Vers 4, 5, 6 fois plus de personnes, en fait. Donc, on peut demander du monde et des effectifs et de revenir. Pardon ?
Ce qui peut demander effectivement des effectifs, hein, des moyens. En termes de prévention, c'est sûr que si on peut augmenter je dirais les ressources de la prévention des différents acteurs, oui. Après, il y a les rendre visibles aussi, ces acteurs, parce que comme je vous disais, en fait, ils ne se connaissent pas forcément. Moi, quand j'arrive vers une mairie où je ne suis pas encore, dont je n'ai pas encore visité les équipes, je cherche le service de l'hygiène et on découvre ma compétence, on découvre le métier, en tout cas de CMEI-CHS. Donc, on leur explique, il faut expliquer l'objectif de notre visite. On n'intervient pas sur du réglementaire, on intervient vraiment dans un cadre thérapeutique, vraiment au niveau de la prise en charge du patient. Donc, déjà une meilleure connaissance des acteurs entre eux. Ensuite, mettre en place des formations en fonction des statuts, parce que c'est pareil, on a des acteurs on l'a pas dit, mais on a des acteurs de prévention qui sont à plein temps, c'est leur métier, c'est la prévention. Et puis, on a des métiers, ils ont un autre métier, mais au travers de leur métier, ils font de la prévention. Donc, ils ne font pas de la prévention toute la journée, mais ils font. Donc, ils n'ont pas forcément les mêmes besoins, mais ils vont quand même en faire chacun à leur échelon. Et puis effectivement, entre les diagnostics territoriaux partagés au niveau des besoins et des ressources, ça c'est vraiment un gros point, ça serait vraiment important. Co-construire les programmes, pluriannualiser les financements, ça devient une nécessité absolue. Le fait qu'on n'ait pas les plans qui sont trop courts, on n'a pas de visibilité, on ne sait pas où on va, on a besoin absolument de pluriannualiser au moins sur 3 ou 5 ans. C'est revenu déjà dans les discussions. Ouais, c'est quelque chose qui revient. Oui, effectivement, bien sûr. La co-construction. L'interaction avec les acteurs. À moyen et long terme, tout à fait. Structurer les professionnels de la prévention. Tout à fait. Il y aurait plein de choses à faire. Une autre, ça vaut bien encore une autre session. Thomas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Moi j'ai quelque chose à rajouter. Je vous donne le budget de PACA du plan régional santé environnement, 2,3 millions d'euros, et c'est un des meilleurs. Alors que le budget global PACA est de 47 milliards. Ah oui, en Ile-de-France, le budget santé environnement est à 2 millions. Et on est sûrement encore plus qu'à 47 milliards. Oui, mais PACA, il n'y avait par exemple pas de visite financée cette année, depuis 2 ans. Donc, voilà. Donc, vraiment, les moyens sont inadaptés au nombre de malades qu'on pourrait diminuer. J'espère qu'on va pouvoir vous aider à porter ces paroles au plus haut aussi, de continuer votre lobbying, parce qu'on voit bien que c'est très compliqué quand même d'ouvrir les bonnes portes, et qu'on espère quand même qu'un jour, il y ait un interlocuteur qui prenne ces sujets à bras-le-corps et qui amène ça au devant de tous les citoyens, puisqu'on est tous concernés. Alors, je vous donne une anecdote. À l'Assemblée nationale, il y a 2 dames, Madame Touty-Picard, députée de Toulouse, et Madame Josso, députée de Loire-Atlantique. L'une était présidente de la commission d'enquête sur les politiques publiques en santé et environnement, et l'autre rapporteuse. Mais c'est la guerre entre elles, alors qu'elles portent la même chose. Elles sont tous les deux, quand tu les prends indépendamment, de bonne volonté. Mais quand elles sont toutes les deux ensemble, c'est la guerre entre elles. Donc, il y a même des trucs tout bêtes comme ça qui freinent. Voilà. Et un jour, je cherche à joindre le conseiller santé-environnement du ministre de la Santé. C'est même pas son titre. Ah, mais il avait changé, personne n'avait su. Il avait disparu. Donc, c'est pour vous dire qu'à ce niveau-là, c'est très, très compliqué. Tout à fait. C'est toujours le problème du pilote. Voilà, exactement. Est-ce que chiche président. Il est où lui d'ailleurs? Il est où? Il est où là? Il n'a pas trouvé la porte d'entrée. Il y avait juste une petite question qui était passée. Peut-être que l'un et l'autre vous avez à dire là-dessus, sur le rôle que l'Europe elle peut jouer là, en santé, en environnement, sur les directives. Est-ce que ça reste quelque chose de je m'excuse, Madame Gouvernet. Qu'est-ce que vous en pensez? Première chose, l'Europe, c'est nécessaire, par exemple, sur les étiquetages, etc., sur la définition des perturbateurs endocriniens. La définition européenne est trop compliquée et ne te permet pas d'éliminer des perturbateurs endocriniens suffisamment à temps. Sur les normes de pollution. Donc, il y a des gros efforts. Sur la toxicologie, c'est très important. La toxicologie prend en compte que l'effet
du médicament Princeps ou du produit Princeps, exemple le glyphosate. Le glyphosate est étudié. Ceci dit, il n'y a pas l'effet de son métabolite, il n'y a pas les effets transgénérationnels potentiels, il n'y a pas forcément les effets perturbateurs endocriniens, mais dans le Roundup, il y a du glyphosate et des adjuvants. C'est comme les vaccins avec l'aluminium. Et ça, la toxicologie n'est plus adaptée à la fois aux effets cocktails qui commencent par un simple produit. Après, c'est d'autres substances ensemble. C'est très complexe, mais il faut une réforme européenne de la toxicologie et de l'autorisation de mise sur le marché des produits. Un autre exemple, un médicament, son métabolite, l'effet environnemental de son métabolite n'est pas du tout un blocage, même si son métabolite va te détruire, et ses produits de dégradation, ça peut aller très loin, va te détruire l'environnement. Même l'Académie de pharmacie le demande, mais ça au niveau européen, ce n'est pas encore le cas, et donc il y a plein de boulot de ce côté. On voulait dire que c'est plutôt un frein, en fait. Pas toujours, parce que... Toujours. Pas toujours, il y a quand même pas toujours. l'étiquetage, mais en tout cas, ça peut freiner un certain nombre de choses. Ok. Madame d'Auvergne, vous voulez rajouter quelque chose? Je dirais que pour le moment, je dirais que déjà la situation, je dirais au niveau national est déjà suffisamment complexe. Je vais sans doute pas partir sur l'Europe. Je suis pas suffisamment. C'était de manière générale que je vous posais la question. Oui. Forcément, si on pouvait s'aligner et que les interdictions de certains produits puissent être unanimes et qu'on puisse s'y tenir, surtout quand elles ont été décidées, ça serait bien. Donc voilà. Mais message. Petit message. Oui. Un gros message, pas un petit message. Ok. Mais voilà. Ouais. Ok, merci à tous. Je sais pas, il faudrait faire une deuxième heure, hein, certainement. Donc après, le problème d'une consultation, d'abord la consultation préconceptionnelle qui est importante aussi, qui n'est pas rémunérée, c'est-à-dire préparer les gens en âge de procréer pour éviter les produits toxiques. Donc il y a la consultation préconceptionnelle, il y a la consultation santé-environnement, parce qu'il y a plein de consultations obligatoires dans tout le parcours de l'enfance jusqu'à 18 ans. Et donc, il faudrait introduire obligatoirement cet aspect, à condition évidemment que l'acteur de santé, le médecin ou l'autre, il soit formé. On retombe toujours. Bien sûr, on retombe sur la même chose. On est très mal formé. Quand je parle à mon niveau, je pense qu'on est mal formé. Mais si vous adhérez à la CEF, vous pourrez être bien formé. Je vais aller m'informer. D'adhérer à la CEF, est-ce que il fait de la promo, hein, il est à fond. Hein. Je suis bénévole, ça fait 15 ans que oh là là, si vous saviez les millions d'heures. Oh. Cécile, on en profite pour les inviter le 27-28 mars à Paris. Tout à fait. Vous serez avec nous ou pas? Peut-être. C'est encore à. Il y a quoi c'est bientôt, hein. Mais oui, je sais, mais c'est un peu le problème des agendas, c'est un peu. Hein. À Paris, il y a quoi? C'est un dimanche et un lundi. Un dimanche et un lundi, oui. Et il se passe quoi? Voilà. Restitution. En vidéo. Vas-y, Cécile, c'est bon. Non, je t'en prie. Donc, restitution des auditions, là, des 40 jours d'audition. On met tout en œuvre aussi pour que les présidentielles ou tout du moins leurs équipes santé viennent dérouler leur projet santé pour le quinquennat à venir. S'en suivra ou pas des discussions avec eux et on espère qu'il y aura des engagements de leur part par rapport à des idées qu'ils auront soulevées. On espère surtout que pendant ces auditions, ils se seront bien connectés à tout ce que vous avez raconté au fur et à mesure des journées qui passent. Et il y aura un grand café débat dans la nuit du 27 au 28 et une soirée à l'issue le 28 au soir où il y aura une rencontre en fait entre vous qui avez participé à ces auditions, quelques mécènes, mais aussi des membres du collectif et puis peut-être aussi quelques politiques. Voilà. Moi, je sais qu'ils vous craignent parce que j'ai été auditionné, je n'ai pas voulu aucune publicité, par des gens qui pourraient gagner. Et il y avait le responsable du développement durable du projet et le projet santé. Donc, j'ai ressorti évidemment la même chose. Donc, je verrai s'ils m'ont dit que c'était passionnant, mais
j'allais dire de la fourche à la fourchette, il y a du chemin, donc j'attends de voir. Voilà. On C'est est la force impatient. de répétition. Mais ils vous craignent parce j'en ai parlé. Ah. Et ouais, ça les interpelle. Ouais. Bon, très bien. Si je peux faire une petite annonce, j'en profite avant la fin. Il y a le congrès francophone d'allergologie fin avril et les CMEI, CHS s'y rencontrent tous les ans. Donc, si vous avez l'occasion, si vous êtes soignant, si vous avez l'occasion d'aller au CFA cette année à Paris, les 19, 20, 21, le jeudi, notamment le jeudi, on sera sur place. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Voilà. Et vous pouvez nous trouver un stand pour la CEF gratuit, évidemment. Merci beaucoup. Oui, il est sorti le guide du cabinet de santé éco-responsable. Alice Barras, membre de la CEF dentiste, aux éditions de Hautes études en santé publique, vous l'avez sur le site de la CEF, le guide du cabinet de santé éco-responsable, achat responsable, lutte contre la déperdition énergétique, désinfection, tous ces éléments dont on a parlé. Donc, voilà un outil qui pourrait diffuser dans votre collectif. Tout à fait, merci. Prolonger cette audition. Merci à tous. Merci à toi, Thomas, pour la co-animation et merci à tous les intervenants et tous les auditeurs. Merci à tous. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Et encore bravo. Au revoir à tous. Au revoir. Ciao. Au revoir. Au revoir. Bon. Je ne sais pas comment clôturer. Bon, alors comment on fait pour clôturer quand on est animateur? On met